les formes d'organisation et les formes de mobilisation me semblent faire une très bonne transition avec la dernière série d'intervenants, puisque je ne sais pas si la jeunesse est révolutionnaire, mais en tout cas, elle est mobilisée actuellement, notamment dans les universités. On a ici des étudiants de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Tolbiac, et de Paris 3, deux universités parisiennes qui ont été occupées il n'y a pas si longtemps. Ce mouvement donc contre la loi d'orientation, je ne me rappelle jamais, ORE, enfin bref, de sélection à l'université, ORE, cité étudiante, je ne sais plus quoi, interroge notamment par ses pratiques de lutte et de mobilisation, notamment par la question des occupations des universités, qui a été et qui reste importante et qui se heurte à des réponses policières de l'État, mais également actuellement dans certaines universités, c'est le cas notamment dans la mienne à Paris 1, par des boycotts de partiels ou des blocages de partiels, donc qui pose la question des examens, qui est un des points durs souvent des mouvements sociaux étudiants et dans l'éducation nationale. Donc c'est pour ça que ça me semble très intéressant de terminer ce panorama par la prise de parole de trois étudiants mobilisés. Donc David Guiraud, qui est porte-parole France Insoumise pour la jeunesse, et Tomek et Marion. Donc Tomek est étudiant en histoire philo à Tolbiac et Marion en cinéma à Paris 3. Voilà, je vous laisse la parole, je me tais. La mobilisation, là, aujourd'hui, qui a lieu en 2018, comment dire, la conscientisation par rapport à la sélection à l'université, elle ne s'est pas vraiment faite avant la mobilisation sociale. La mobilisation sociale, elle est partie de ce que Leïla a dit. Elle part d'un fait fortuit, d'un élément totalement fortuit. C'est des fachos qui occupent une fac qui est globalement assez peu mobilisée. En réalité, il y a assez peu de gens, des fachos qui virent des gens qui occupent une fac, mais qui étaient assez minoritaires dans la fac, de manière violente, ça choque. Et puis, il y en a un autre quand même qu'il ne faut pas oublier, qui est un peu plus lié à la problématique, c'est la fusion du Mirail, fusion de l'établissement du Mirail à Toulouse, qui est massivement rejeté. Et, derrière, vous avez un gouvernement qui fait une décision super autoritaire de mettre la fac sous tutelle, voilà, qui est aussi quand même un des éléments déclencheurs de la mobilisation. Donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais vous faire le récit de mon expérience en tant qu'étudiante mobilisée au sein d'une fac qui a été occupée pendant 3 semaines, Paris 3. Donc Paris 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Sorbonne Nouvelle, qui est dans le 5e et qui a été créée en 1970 à l'issue de mai 68, de la loi Faure et de l'éclatement de la Sorbonne Mère. Et c'était un peu une façon de neutraliser les agitateurs professionnels en les délocalisant dans des sites périphériques. Et c'est aussi un endroit où des disciplines entrent dans un cadre universitaire comme le théâtre, le cinéma, la communication. Enfin, c'était assez précurseur à ce niveau-là. Et donc du coup, aujourd'hui, ces filières-là sont en tension et ne correspondent pas au modèle prôné par le macronisme. Et malgré cet héritage historique, ces dernières années, Paris 3, c'est pas du tout une fac qui avait brillé par son engagement politique. Hein. C'est pas comme Tolbiac, la Rouge, comme tu viens d'en parler, qui avait déjà un peu son... Voilà. Et donc du coup, moi, quand je suis arrivée à la fac au début de l'année, j'avais vraiment le sentiment... Enfin, j'étais déjà militante politique et j'avais... Enfin, depuis peu de temps, hein, je suis jeune, mais j'avais déjà le sentiment d'une très forte dépolitisation des étudiants au sein de la fac. Les syndicats étudiants étaient vraiment très peu présents. On n'avait pas du tout de mobilisation en début d'année. Enfin, les premières manifs en septembre contre les ordonnances, on partait à 5. Voilà. Et même si c'était une fac assez active avec beaucoup d'événements culturels, il y avait vraiment cette impression que la politique devait rester hors les murs de la fac. Et je pense que ça a été créé un peu, ça a été mis en pratique par les différentes présidences de fac qui se sont succédées. Mais bon, c'est faux, sous couvert de neutralité. Notre président, l'année dernière, pendant l'entre-deux tours, il a envoyé un mail à chaque étudiant en leur disant explicitement de voter Macron. Donc voilà, la neutralité n'existe pas au sein de la fac, mais on nous le fait croire.
Donc nous, comment on a mobilisé On a commencé fin janvier, début février, en créant un comité de mobilisation, mais qui regroupait vraiment très peu. Il a été lancé par des membres de la CGT de ma fac, du personnel, quelques doctorants et 3-4 étudiants, tous membres d'un parti. Il n'y a pas spontanément des étudiants qui ont voulu se mobiliser. Or, la loi était déjà en débat à l'Assemblée nationale. Enfin, on était tous déjà au courant des implications. Donc du coup, on a fait des premières assemblées générales à 80, 50 personnes et moins. Ça décollait pas du tout. Et quand on tractait la réponse des étudiants, c'était unanime à chaque fois. Ça les intéressait. Pourquoi pas suivre ce qui allait se passer, machin. Mais ils nous disaient tous, non mais là, nous, faut qu'on aille en cours. On n'a pas le temps de donner des tracts avec vous et d'aller prendre la parole en assemblée générale. Donc du coup, il y avait vraiment de quoi être pessimiste. Là, en plus, chez nous, la mobilisation, elle avait déjà bien avancé. Et donc un jour, on a décidé de faire une AG dehors, un peu sur le modèle Nuit debout. On s'est dit, allez, on va la faire sur le parvis, ça va peut-être faire venir plus de monde. On avait tous appelé un peu les copains des facs alentours pour qu'ils viennent nous donner un coup de main pour que ça fasse effet de masse. Et bon, on s'est retrouvés à 200 et en fin d'AG, on a proposé le blocage pour le lundi qui arrivait, le blocage de la fac. Et donc ce jour-là, c'était assez exceptionnel. On s'est retrouvés à bloquer la fac le matin et à faire entrer, toute la matinée, il y a des gens qui arrivaient à la fac et on leur disait ne partez pas, on crée des petites discussions politiques un peu partout et on leur disait à 11h, on fait une grosse assemblée générale. Et c'est ce qui s'est passé, on s'est retrouvés à 2000 personnes. Au début, il y avait vraiment un climat très hostile parce que tous les gens qui faisaient des interventions trouvaient ça inadmissible ce qu'on avait fait, étaient vraiment dans l'opposition. Et au fur et à mesure des interventions, la tendance a basculé. Et on a fini par voter à l'unanimité, je crois, le fait d'être contre la loi. Et ensuite de voter l'occupation reconductible de la fac. Donc, ce qui était assez exceptionnel pour cette université qui avait eu pour l'habitude de ne plus se mobiliser. Dès le lendemain, il y a eu une assemblée générale de personnel, chose qui n'avait pas eu lieu, comme je disais, la fac, elle a été votée, je ne sais plus, en février, non, je crois. Il n'y avait eu aucune discussion à la fac du corps professoral, des personnels, depuis le début, en fait. Donc nous, on a bloqué la fac, on occupe, et dès le lendemain, ils se réunissent, ils votent presque à l'unanimité aussi une motion de non-application de Parcoursup. Enfin, voilà, c'était quand même assez exceptionnel. Ensuite, on s'est mis donc à occuper la fac. Et notre occupation, c'était des cours alternatifs qui étaient proposés. C'était les camarades en cinéma qui se sont affairés à proposer des projections quotidiennes de films militants, de films engagés. C'est des départs bien plus conséquents en manifestation, des comités de mobilisation qui passaient de 10 à des centaines, etc. Donc on a vraiment réussi notre objectif qui était de faire rentrer la politique au sein de la fac, un lieu qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et puis on en a aussi pas mal parlé tout à l'heure en disant que c'est des mobilisations ponctuelles. Moi j'ai vraiment eu le sentiment là dans cette mobilisation que politiquement ça allait vraiment au-delà de la loi Vidal. On n'a jamais eu une assemblée générale où les interventions ne tournaient que autour de la loi Vidal. Non, on parlait de la loi asile-immigration, on parlait des cheminots, on faisait intervenir des cheminots dans nos AG. Enfin, ça allait vraiment au-delà. Et du coup, aussi, les lieux d'occupation, ça permettait de créer cette convergence des luttes, en quelque sorte, qu'on attend tous, et voilà, mais qui se produit dans ces lieux-là parce que on crée des débats, on fait venir des intervenants, des hospitaliers, etc. Et qu'on organise des AG interluttes, etc. Et donc vraiment, il y a une conscientisation qui a pu se développer. Donc du coup, je suis un peu revenue sur mon analyse au début qui était assez pessimiste en pensant que ça n'intéressait personne. En fait, c'est faux. Moi, si je peux me permettre, je pense que Paris 3, c'est un peu moins élitiste qu'une fac comme Paris 1. Du coup, il y a plus de gens qui viennent de banlieue, il y a plus de gens qui travaillent à côté. Et en fait, les gens qui venaient à la fac venaient vraiment pour étudier, pour aller en cours. Et du coup, malgré le fait que nous, on n'est pas obligé d'assister à tous les cours, on n'est pas pénalisé pour ça, quand les gens se déplaçaient, il y avait vraiment une sorte d'obligation qui faisait qu'il fallait qu'ils viennent travailler et ils n'avaient pas le temps, comme nous, même si moi aussi je viens pour travailler, mais de prendre le temps de faire de la politique à la fac. Et donc dès le soir même où les gens
ont compris qu'il y avait plus cours et qu'ils pouvaient venir faire de la politique, on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de gens qui étaient tout aussi politisés en fin de compte et qui avaient plein de choses à dire, plein de choses à revendiquer. Et voilà, et du coup, au-delà de ces occupations de fac qui ont été essentielles, je pense, pour nous, dans notre mobilisation, pour nous mobiliser, on a vraiment maintenant besoin de réinventer notre lutte, d'aller plus loin, de sortir de nos facs, parce que je pense, on t'en reparlera peut-être, on s'est aussi rendu compte que ces occupations avaient des limites, notamment politiquement, dans le sens où nous, dès le départ, voilà, moi je suis militante France Insoumise et on avait le même constat avec des camarades qui pouvaient être au NPA. On se disait, faut surtout pas que l'occupation ça devienne une fin en soi. Fallait que ce soit un outil pour mobiliser les étudiants, mais fallait pas que ça le devienne, une fin en soi. Et du coup, c'est un peu ce qui a fini par se passer dans toutes les facs les dernières semaines. C'était dur en fait d'utiliser toute cette énergie pour en faire quelque chose de politiquement constructif et qui pouvait trouver un débouché politique. On continue à se mobiliser et voilà, on lâchera rien. Du coup, je me présente. Salut. Je suis étudiant à Tolbiac en première année de philosophie et d'histoire. Donc en fait, moi, je voulais un peu revenir sur, rapidement, parce qu'apparemment on a beaucoup de temps, sur du coup l'aspect concret de l'occupation et s'il y avait effectivement une stratégie révolutionnaire à la commune libre de Tolbiac et sur comment est-ce qu'on s'organisait pour en faire un lieu politique. Bon, du coup, je ne vais pas revenir sur la chronologie de notre lutte qui a commencé dès octobre-novembre en envahissant les conseils d'administration qui voulaient imposer la sélection, etc. Mais nous aussi, on a commencé avant vous-même. Donc d'abord, je voulais dire qu'il y avait de fait, dès le départ, dans les premières assemblées générales, une volonté qui pouvait atteindre, au départ on était 400, puis 700, puis 1000, puis 1200, 1500, etc. Dans toute cette assemblée générale, il y avait vraiment une volonté d'un certain horizontalisme et une méfiance complète, et il n'y a même pas besoin d'en discuter en fait, une méfiance vraiment complète envers les institutions en général. Mais du coup, est-ce que ça, c'est révolutionnaire ? Parce qu'en fait, pour moi, révolutionnaire, ça veut surtout dire qu'il y a une volonté d'organisation. Ou en tout cas une volonté d'une organisation de la construction d'un rapport de force qui soit à la fois politique et social pour rendre possible le projet politique qu'on portait, aussi flou soit-il. Or moi ce que j'ai vu à Tolbiac, c'était un peu le refus d'une autogestion que pourtant on appelait de nos voeux, et tout ce qui se rapprochait de formes de pouvoir. Donc en fait, c'était une grande partie d'une organisation qui était basée qui reposait sur le volontariat. Alors vous en faites pas, je vais être plus optimiste après, mais je vais d'abord passer sur ça. Du coup, cette organisation sur le volontariat, ça avait plusieurs conséquences, dont de fait la reproduction de comportements oppressifs dans la société, à savoir le fait que c'était souvent les femmes qui, par exemple en occupation, matériellement, c'était elles qui faisaient à manger, généralement. Et de fait, c'était les hommes qui s'occupaient plus généralement des aspects directement politiques de la lutte. Il y avait la monopolisation de certaines responsabilités par certaines personnes qui rendaient des comptes, mais du coup quand elles le voulaient. C'est-à-dire qu'une personne s'occupait de telle responsabilité et elle faisait un peu ce qu'elle voulait puisque personne n'allait la déranger, ou alors très rarement, quoi. Il y avait l'apparition de pôles de pouvoir informels, c'est-à-dire des gens qui jouent un rôle de dirigeant sans en fait avoir de mandat pour le faire, qui devaient censés être des garde-fous, parce que finalement les mandats pour moi c'est vraiment... pour le coup, ça c'est révolutionnaire. Ça dépend comment on les définit justement. Mais si on fait en sorte qu'ils soient révocables, si on fait en sorte qu'ils soient limités dans le temps, qu'ils aient un rôle précis, une définition précise, etc. Ça pour moi c'est effectivement une organisation pré-révolutionnaire en tout cas, oui. Or là c'était pas le cas. Même si du coup, ce qui est intéressant quand même à noter, je pense qu'il faut le préciser, c'est que les pôles de pouvoir informels, ils étaient majoritairement féminins. Donc je trouve ça intéressant, on va dire. Une difficulté à s'intégrer et une incompréhension du fonctionnement concret de l'organisation pour les personnes extérieures souhaitant du coup aider, parce que dans l'occupation, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément politisées au début du mouvement, mais qui le sont devenues. Mais ces personnes-là, en fait, elles voulaient aider, mais elles ne savaient pas trop comment faire, puisqu'il y avait vraiment un flou organisationnel, pour moi, généralisé. Et qui en fait était dû notamment à un fonctionnement par l'affinitaire.
et non forcément par des objectifs politiques clairs et déterminés et précis. Du coup, c'était aussi comme le disait Marion, l'occupation, ça devenait une organisation si compliquée et prenante, qu'elle devenait un peu une fin en soi, et non plus forcément un moyen de mobilisation, ce que l'occupation aurait dû être. Donc il y a de ce point de vue-là, en tout cas, une attitude que je ne peux pas personnellement qualifier de révolutionnaire. Cependant, ce refus de garde-fous au pouvoir, donc de mandat, etc., et donc au pouvoir, c'était en fait aussi, je me suis rendu compte, lui-même un garde-fou contre des organisations se disant un peu des révolutionnaires professionnels, l'avant-garde éclairée, etc., qui avaient effectivement, en tout cas à Paris 1, qui ont un peu un passif dans le fait de vouloir un peu tout noyauter et tout contrôler. Donc je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais voilà. Mais en revanche, il y avait des aspects proprement révolutionnaires à la Commune libre de Tolbiac. Donc notamment une importance toute particulière donnée au féminisme. Toujours insuffisante bien sûr, forcément, mais c'était des choses dont on parlait souvent, etc. Il y a une volonté toujours un peu réaffirmée de faire converger les luttes. Donc il y avait vraiment une logique de solidarité très acceptée, et ce que ce soit dans l'occupation ou dans l'Assemblée générale, où en fait on a pu faire des assemblées générales communes avec des cheminots, avec des hospitaliers, avec des postiers. Donc il y avait ça. On a effectivement aussi créé une université populaire, donc Tolbiac, université ouverte, dont d'ailleurs lancée avec peu de moyens et organisée en grande partie par une camarade ici présente, où n'importe qui pouvait organiser un cours, un débat, une formation sur à peu près n'importe quel sujet, de manière vraiment libre. Donc ça rappelait un peu l'université de Vincennes, j'imagine. J'y étais pas, mais... du coup, en revanche, le truc vraiment ce que moi je pourrais appeler vraiment le plus révolutionnaire que j'ai vu à Tolbiac, c'était en fait le fait d'inviter les jeunes des cités d'en face. Parce que oui, en fait, Tolbiac est juste en face de la dalle des Olympiades. Et en fait, ces interactions avec eux, pour nous qui étions majoritairement de fait, effectivement, Paris 1, c'est un peu élitiste, on a un peu tous, pas forcément tous, mais des petits bourgeois blancs. Les interactions qu'on a eues avec eux dans ce cadre-là, bien que parfois tendu du fait de l'organisation matérielle et physique de l'occupation, c'était proprement révolutionnaire dans la mesure où en fait, on parvenait nous déjà à les sensibiliser à certaines de nos préoccupations politiques, et eux parvenaient à nous expliquer en fait que nous, ce qu'on vivait en temps de mobilisation, c'est-à-dire les violences policières, les mensonges médiatiques, le mépris, etc., qu'on s'est un peu pris dans la gueule, eux le vivaient tout le temps, constamment, au jour le jour. Et enfin, notamment par ce que disait Christophe Ventura sur le temps, c'est aussi, on a créé en fait une sorte de ZAD à Tolbiac. En fait, c'était un lieu de vie alternatif où on n'avait plus toutes les pressions, un peu du temps capitaliste. Dans la mesure où on n'avait plus effectivement de cours, on se les donnait nous-mêmes plutôt. On avait plus de temps pour faire un peu ce qu'on voulait. Des gens en profitaient pour faire il y a des tags magnifiques, des gens qui ont pris le temps pour faire des tags, qui ont pris plein d'œuvres artistiques, etc. Vraiment, ça pour le coup, pour moi, c'est intéressant. Mais donc en fait, moi, ce que je dirais, c'est que est-ce que aujourd'hui, la jeunesse, on garde en compte le fait que c'est très flou comme terme, la jeunesse. Est-ce qu'elle est révolutionnaire ? Moi, ce que j'ai vu à Tolbiac, c'est pas qu'elle soit révolutionnaire, mais je dirais en revanche que c'est sûr qu'elle est en capacité, en tout cas, à se mettre en mouvement. À aller dans la rue, à faire des actions non violentes, mais qui du coup, même en étant avec la menace des violences policières, qui n'est même plus une menace à ce stade-là, où on se matraquait plus ou moins tous les jours. Il y a des camarades à Lyon, à Nantes, nous à Tolbiac, quand on s'est fait virer, c'était pas la joie non plus. En fait, pour moi, elle est pas révolutionnaire au sens propre du terme, au sens peut-être marxiste du terme. En revanche, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est pré-insurrectionnelle. Oui, ces trois dernières interventions aussi très intéressantes. Notamment, et de manière plus transversale, tout ça, ça pose aussi beaucoup les questions d'espace, du temps. Ces occupations, finalement, de fac ont été aussi le moyen de se donner des espaces et du temps pour penser et pour agir, ce qui n'est pas toujours le cas dans les universités, tout lieu de savoir quelles sont.